C'est une très bonne question. Oui, je peux vous le prononcer en égyptologue parce que, comment dire, l'accent exact, ça va pas être facile, mais c'est quelque chose du type, alors son nom est très long, hein, mais je vais vous donner juste ses 4 derniers noms. Donc c'est le roi de Haute-et-Basse-Égypte, Nepreperuria, donc qui voulait dire le maître des manifestations, c'est Ré. Ré, c'est le dieu solaire. Et puis il était le fils de Ré, donc du soleil, et là c'est son nom, donc Tutenchamun Hekayunushemao. Voilà, et donc ça signifie la image vivante d'Amon, seigneur de l'Héliopolis de Haute-Égypte. Cette tombe, c'est peu après la mort de Toutankhamon. On a des gens qui sont entrés, qui ont commencé à essayer de piller et qui ont visiblement été arrêtés par la police pharaonique. Vous comprenez? Et alors la tombe refermée, etc., re-rangée, ils n'ont pas pris grand-chose. Hein. Mais je veux dire, depuis le Nouvel Empire, depuis la 18e dynastie, personne n'était entré. Alors là, on est tranquille parce que cette tombe était non seulement scellée, mais en plus, il y avait cette couche de gravat qui est donc une couche archéologique qui était parfaitement hermétique et uniforme, avec en plus les maisons de repos des ouvriers par-dessus datant du Nouvel Empire. À l'époque ramesside, donc pas longtemps après, on ne savait même plus qu'il y avait une tombe là. Ce sont les momies de ces filles mort-nées, 2 filles donc. C'est pas le seul d'ailleurs à avoir des momies d'enfants mort-nés dans la tombe, de ces enfants. Hein. Au Nouvel Empire, hein, on met dans la tombe du roi des objets liturgiques, des objets qui vont lui servir magiquement, si vous voulez, pour à ressusciter dans l'autre monde, à suivre la course du soleil, à devenir lui-même partie intégrante du soleil, à avoir, enfin, etc., etc. Donc des objets faits exprès pour la tombe. Et puis on a des objets de la vie quotidienne, alors de la vie quotidienne d'un roi, hein, c'est-à-dire des vêtements. Vous voyez ici on a des gants, c'est absolument dingue. On a un trône d'enfant qui nous rappelle qu'il est monté sur le trône étant un petit enfant. On a même de la nourriture. Alors ce qui est assez amusant, enfin, c'est que le roi est momifié et donc sa nourriture est momifiée aussi. Et puis en plus, les boîtes de conserve sont en forme du plat consommé par le roi en fait. Et en fin de compte, on est dans un mode de pensée là qui ressemble assez au nôtre. C'est-à-dire que nous, si vous avez, je sais pas, une boîte d'haricots verts, il y a la photo des photos d'haricots verts. Enfin, je sais pas, il y a marqué haricots verts et en plus il y a la photo. Ben, les Égyptiens, vous voyez bien, en gros, il va y avoir marqué, je sais pas, pâté de canard, j'invente, hein, mais ce sera en forme de canard. Voilà, ben, et il y aura le canard à l'intérieur, évidemment. Il y a une 3e catégorie d'objets qui sont des simulacres. Alors, on a des simulacres d'objets de la vie quotidienne. En plus de vrais objets de la vie quotidienne, vous voyez, on a des boomerangs ici, des vrais boomerangs égyptiens, bien sûr. Ils ne sont pas allés en Australie, les Égyptiens. C'est pas parce qu'on invente le même outil que bien sûr qu'il y a un lien, là c'est clair. Mais on a des vrais boomerangs ici, en bois, qu'on pourrait lancer. Enfin, ce serait gênant d'aller chasser les oiseaux avec ça. Mais ils sont vraiment utilisables. Ils ont peut-être été réellement utilisés par Toutankhamon. Hein. Mais on a aussi, alors on n'en a pas à l'exposition, mais au musée du Caire, des simulacres de boomerang en faïence égyptienne, qui est une matière vitreuse. Vous imaginez que si vous lancez ça, ça va casser immédiatement. Voilà. Donc ça nous fait 3 catégories en fait. Des objets qui seraient purement funéraires, des objets qui seraient purement pratiques, et puis des simulacres d'objets pratiques. Le Louvre a prêté un de ses chefs-d'œuvre principaux, parce que c'est le chef-d'œuvre qui se trouve au premier étage du musée du Louvre. Vous savez, vous êtes dans les appartements de Louis XIV, vous voyez, dans Keohana, et là, vous quittez la chambre du roi, de notre roi, pour voir Toutankhamon face à Amon. Ça doit faire un grand vide, d'ailleurs, j'ai pas vu comment c'était depuis, mais d'ailleurs, vous voyez que ça fait un grand plein quand on arrive, on la prend en pleine
figure, on la voit comme on ne la voit jamais au Louvre. Elle est éclairée d'une façon extraordinaire et évidemment, elle est là pour représenter ce qui est arrivé à Toutankhamon. Vous savez, c'est le début de l'histoire. On a voulu l'annihiler, on a voulu le détruire. Et voyez ce qu'on lui a fait. C'est-à-dire il avait rétabli le culte d'Amon, donc il est protégé par Amon. Le roi, on lui a coupé la tête, coupé les bras, qu'il ne puisse ni exister ni agir, et on a même coupé les mains d'Amon pour que ce dieu ne puisse plus le protéger, le présenter, avoir quelque action en sa faveur. Donc on a voulu le faire disparaître, et c'est justement l'histoire de cette exposition. Vous voyez, on a voulu le faire disparaître, Carter le découvre, on visite l'ensemble, on va jusqu'au corps du roi, on voit tout ce qui permet son voyage dans l'au-delà, sa résurrection au matin sous forme de soleil, et on va aller jusqu'au bout, et puis on a Carter qui le redécouvre, vous savez, à la fin, et puis là c'est l'explosion, cet enfant orphelin, voyez, qui finit par mourir en étant un jeune homme qui n'a pas eu le temps qui a eu le temps de régner quand même, mais qui n'a pas eu le temps d'avoir une vie telle qu'on l'entend, qu'on a voulu détruire totalement, et en fin de compte, eh bien, grâce à ça, il est devenu en fait la personne la plus connue de l'histoire, et on voulait qu'on ne puisse plus jamais prononcer son nom, et nous prononçons son nom à longueur de temps. Vous savez, à chaque fois que je vais au Caire, donc je pose gardien, j'ai dû le regarder, j'en sais rien, 100 fois, 150 fois, je sais pas. Mais c'est une question de centaines, oui, je pense. À chaque fois que je vais au musée du Caire, je reste devant, je suis toujours, il y en a deux, hein, mais je reste toujours estomaqué devant eux, enfin, c'est magnifique. Et ici, je le vois comme je ne l'ai jamais vu. Bon, ça, c'est pas l'égyptologue qui vous répond, c'est l'enfant qui sommeille à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il est tellement beau, c'est incroyable. Alors, c'est une grande statue en bois, peinte en noir, enfin c'est un bitume, un mélange bitumineux. Et puis, donc ses chairs sont peintes en noir, et ses vêtements, etc., sont couverts de feuilles d'or. Il est un peu plus grand que taille nature, puisque Toutankhamon faisait 1,65 m à la louche. C'est difficile de savoir exactement sa taille à quelques centimètres près. Souvent les gens croient d'ailleurs qu'1,65 m c'est très petit. Alors c'est très petit pour nous, mais les Égyptiens dans l'Antiquité étaient généralement pas très grands quand même. Donc il est dans la moyenne, quoi. Vous voyez, là c'est une grande statue. En plus, il y a le socle qui en rajoute l'éclairage, enfin, etc. En fait, il y a une paire, donc l'autre est resté au Caire, et ces deux gardiens donc étaient placés de part et d'autre du passage muré entre l'antichambre et le caveau. Et ils protégeaient le caveau des ennemis de Toutankhamon, principalement des ennemis de l'au-delà. Des mauvais génies, enfin bon, etc. Mais en même temps, ces deux statues représentent Toutankhamon. C'est très intéressant parce que c'est lui et quelqu'un d'autre, ou quelque chose d'autre plutôt, vous voyez. C'est le roi dans sa plénitude et un gardien qui protège le corps du roi. En fait, ils sont en noir parce que le noir, alors c'est pas une couleur de deuil, c'est la couleur de la terre. Noir se dit terre arable en égyptien. Vous voyez, donc c'est la fertilité, la richesse, la plénitude, etc. Et puis, quand même, parce que ça c'est une chose importante, l'Égypte s'appelle le terreau, Kemet. Et aussi, ce mot Kemet eh bien, donne un adjectif, Kémi, qui veut dire égyptien. Et ce Kémi égyptien passe en arabe, à travers le copte, en alchémie, et qui signifie la science égyptienne. Et cette alchémie devient l'alchimie et la chimie actuelle. Donc quand vous faites de la chimie, vous faites des hiéroglyphes. Alors déjà, Naos, c'est un mot grec qui désigne une chapelle divine, c'est la chambre du dieu. Et effectivement, c'est bien ça.
Ça a cette forme de chapelle dite d'Anubis, vous voyez, avec une corniche à gorge qu'on appelle un zahnetcher en égyptien. C'est en bois doré, donc plaqué d'une feuille d'or, avec des scènes qui ont l'air intimistes sur les parois extérieures, d'une beauté, c'est ravissant, c'est extraordinaire, et on a l'impression d'assister à la vie quotidienne du roi et de la reine, alors qu'en réalité, on a réellement des scènes liturgiques très particulières et même des représentations de divinités face à face. Ça, en fait, c'est un dieu et une déesse. C'est simple, le roi à chaque fois et la reine d'ailleurs à chaque fois ont la couronne sur la tête, les régalias à la main, puis vous voyez l'inverse du vin à l'autre, on a l'impression qu'ils sont installés tranquillement dans l'intimité et dans ce cas-là, que feraient ces gens avec ces kilos de bijoux, couronnes et tout sur eux? Voilà. Alors déjà c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'est-ce qui était à l'intérieur? Alors, la clé est rendue justement par l'extérieur, qui nous dit le roi, mais on le sait par les déesses vautours qui sont sur le toit et qui sont en fait le décor qu'on a normalement sur le plafond des temples, dans l'allée centrale, là où le roi est censé être pour célébrer le rite pour les divinités. Donc, le roi doit être à l'intérieur. Et puis, à l'intérieur, on a un socle et une plaque dorsale de statue, avec la titulature du roi. Donc il y avait une statue du roi. Sauf qu'il n'y a pas de statue du roi. Mais on a les empreintes de pied du roi sur le socle. Ce qui a fait dire, depuis Carter aux égyptologues, la statue qui était dedans a dû être volée. Mais une statue, ça tient avec un tenon. Normalement, c'est collé. Enfin, Et là, il n'y a pas de tenon, il y a des empreintes de pied. Et en réalité, il est toujours là. Il est là, il n'est jamais parti, il est dans la vitrine. Il est invisible. Mais il est là, c'est le vrai roi qui est à l'intérieur, son être, si vous voulez. Et vous voyez comme l'homme invisible qui laisse des traces sur le sable, voilà, c'est exactement ça. La divinité est à l'intérieur. La statue du roi sur son esquif en papyrus lié, en fait, en botte de papyrus, avec un harpon à la main, la corde, vous savez, dans l'autre, c'est la corde du harpon, en fait, est en bois doré. L'esquif, lui, est en bois, vous savez, pas en verre, couleur du papyrus. Et puis, le personnage est entièrement couvert de feuilles d'or. Et il a l'air de courir. Alors l'esquif est tout petit, c'est plus petit qu'une planche de surf. Hein. Donc bien entendu, si le roi chassait pour de vrai sur un esquif comme ça, il serait beaucoup plus grand. Mais peu importe, c'est pas la taille qui compte, c'est l'objet, c'est son image. Et puis le roi a l'air de courir. Et en fait, cette attitude ne veut pas dire qu'il court, ce n'est pas une photo, ce sont des hiéroglyphes. Et cette attitude signifie faire un effort, faire une activité puissante. Donc il a une activité puissante, évidemment, puisqu'il pêche, chasse au harpon. Alors on a deux choses possibles, parce qu'on n'a pas ce qui est chassé. La pêche au poisson, ça c'est clair. Puis alors le roi n'est pas penché en avant, pas trop, parce qu'il faut quand même qu'il soit le garant de l'ordre, de l'équilibre, c'est-à-dire Ma'at, hein, il faut que ça se voit. Et puis, il a ce harpon, cette corde, et en fait on sait ce qu'il fait, donc il pêche soit les poissons, des gros poissons, soit l'hippopotame. C'est probablement l'hippopotame parce que là c'est le roi, mais les deux existent dans les scènes royales. Donc l'hippopotame c'est une chasse dangereuse, hein. Enfin dans tous les cas c'est justement le moment où il faut que le roi soit bien droit parce que c'est la destruction de la force qui mène le monde au chaos, qui s'appelle Isefet en hiéroglyphe. Voyez, et donc le roi, de ce fait, alors s'adonne à une activité agréable de l'élite, qui est cette chasse dangereuse, voyez, et en même temps, c'est la représentation du roi annihilant cet Isefet, protégeant la société de tout ce qui est mauvais. Vous voyez, donc on a un double, et puis se protégeant lui-même parce qu'il protège sa tombe des forces négatives qui pourraient l'agresser. Et je suis sûr que j'oublie encore des aspects parce que les Égyptiens sont les rois de la mise en abîme au niveau des significations. Et ils maîtrisaient l'ensemble. Hein. Vous comprenez, l'égyptologie a 200 ans. Donc la date officielle de naissance, c'est 1822, 100 ans pile avant la découverte du trésor de Toutankhamon. Aujourd'hui, nous sommes presque 100 ans plus tard. Déjà, on lit beaucoup mieux l'égyptien qu'à l'époque. Enfin, beaucoup.
de façon plus subtile. C'est plutôt ça, hein. Parce qu'on lisait déjà vraiment les hiéroglyphes, mais d'abord on a fait d'autres découvertes, d'autres informations à l'extérieur du trésor. Je vais vous donner un exemple tout bête, là qui n'est pas d'une importance capitale, mais je fouille à Hatnoub. Ce sont des carrières qui sont à l'est, excusez-moi, de Tel El Amarna, et nous avons trouvé, ça fait 2 ans en fait, un atelier de taille de vase d'albâtre, et on a trouvé quelques tessons de poterie qui nous montrent que cet atelier marchait à la fin de la 18e dynastie, c'est-à-dire en gros entre Akhenaton et Horemheb, quoi, à la louche, vous voyez. Donc peut-être que les vases d'albâtre que vous avez ici ont été fabriqués dans cet endroit. Vous voyez, on apprend que par exemple en 2014, grâce à des techniques nouvelles pour voir des images, vous savez, effacées sur des parois, donc dans une carrière, alors qui n'est pas la nôtre, mais qui est au nord, on a découvert une inscription de l'an 16 d'Akhenaton, qui date de l'an 16 d'Akhenaton et de la grande épouse royale Néfertiti. Jusqu'à présent, à cette époque, à cette date-là, Néfertiti, elle avait disparu. On ne savait pas si elle était morte, si elle était tombée en disgrâce, s'il y avait... Et maintenant, on sait que voilà, à la fin du règne d'Akhenaton, elle n'est pas morte, elle n'est pas en disgrâce. Il y a plein de petites choses qui, additionnées, soit confirment des suppositions, hein, que nous avions avant, soit les infirment. Et voilà, c'est ça. D'abord, je suis fondu d'Égypte depuis que j'ai 5 ans, donc il y a ça. Donc je pense qu'il y a eu, je peux vous dire déjà le moment où je les ai découverts dans les livres, évidemment. Donc j'ai commencé à rêver, mais on ne réalise pas vraiment. Et puis il y a eu 1976, l'exposition Ramsès II, où là j'ai vu un certain nombre d'objets de Toutankhamon, dont le char de guerre par exemple, qui m'est resté comme souvenir. C'était extraordinaire, j'avais 16 ans. J'y suis allé 8 fois de suite, hein. Tout était incroyable. Je lisais déjà les hiéroglyphes d'ailleurs à l'époque. Et je me rappelle mon premier voyage en Égypte, c'était pas seulement Toutankhamon, tout dépassait tout ce que j'imaginais. Je connaissais tout par cœur, hein. Mais ce que je connaissais par cœur, c'était des choses dans des livres, et c'était pas dans son jus. Et là, enfin, le musée du Caire, je ne sais pas combien de fois j'y suis allé. Je me rappelle les pyramides, je suis resté 8 jours d'affilée du matin, du lever du soleil au coucher du soleil. Vous voyez, le musée du Caire, je ne sais pas, j'ai dû y aller une dizaine de fois d'affilée. Et dedans, évidemment, Toutankhamon, vous voyez, d'un seul coup, on a beau vous parler de la caverne d'Ali Baba, ça existe en vrai. Vous voyez, c'est ça en quelque sorte. Le conte de fées existe en vrai. Mais écoutez, c'était un plaisir.